Très ravi de vous retrouver en ce jour, mesdames et messieurs, partout où vous nous regardez, des Kaïs jusqu'à Taoudeni, un peu partout à travers le monde. Bonsoir et bienvenue. Voici les principaux titres de votre journal. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, M. Amadou Koïta, a présidé ce mardi 5 février 2019 à la cérémonie de décoration des agents de service rattachés à son département à suivre dans ce journal. Et puis, autre titre de l'actualité, la 17e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires CNU s'est tenue ce matin à sa direction générale sur le site universitaire de Kabbalah. À suivre également dans ce journal. Voici pour le menu de votre journal. Bonsoir et bienvenue. Une fois de plus, si vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine, M. Yaya Sangaré, a animé une conférence de presse ce lundi 4 février 2019 dans l'enceinte du ministère, l'objectif étant d'informer l'opinion nationale et internationale des efforts du gouvernement à l'endroit des Maliens établis à l'extérieur au titre de l'année 2018. On fait le point avec Marietou Diallo Ibrahim Koulibaly. Lors de cette conférence de presse, le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine a édifié les hommes des médias sur 5 points essentiels. Il s'agit de la protection et la sécurisation des Maliens de l'extérieur, l'organisation et la facilitation de la migration légale, l'insertion et la réinsertion des migrants de retour, la valorisation des capacités des diasporas au processus de développement national et la coopération dans le domaine de la migration. Selon les statistiques officielles, le nombre de Maliens établis à l'étranger est estimé à environ 4 millions, dont plus de 2 tiers résident en Afrique. Contrairement à l'idée véhiculée comme quoi il y a beaucoup de Maliens en Europe. Le gouvernement de la République du Mali a créé des conditions favorables et a mis en place des outils stratégiques pour une meilleure gouvernance du phénomène migratoire. C'est dans ce cadre que la PONAM, Politique nationale d'immigration, a été adoptée en septembre 2014 et constitue le cadre de référence du Mali sur la question. J'attire votre attention que les différentes actions réalisées en 2018 s'inscrivent dans la mise en œuvre opérationnelle des axes ci-dessus mentionnés. Le contexte actuel est caractérisé par de nombreux drames de la migration irrégulière avec des morts par milliers annuellement sur les routes migratoires, des cas de traumatisme et de violations des droits humains. Cette situation nécessite une prise en charge sociale importante de l'État, accompagnée par ses partenaires en faveur de nos compatriotes en situation de détresse dans les pays de transit et d'accueil. Le ministre a répondu à toutes les questions des journalistes sur la situation des migrants dans les pays comme la Mauritanie, la Libye, l'Algérie, l'Arabie Saoudite et surtout l'Angola. Pour venir en aide à nos compatriotes vivant en détresse dans les pays de transit et d'accueil, le gouvernement du Mali a mis en place un fonds appelé filet social. Dans le même sens, un partenariat a été développé avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, et le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur pour favoriser et encourager le retour volontaire de nos compatriotes en situation de détresse. Cette stratégie de l'État a permis du 1er janvier au 31 décembre 2018 de rapatrier plus de 8000 Maliens à travers le monde. Ces statistiques font de 2018 une année record en matière de rapatriement de nos compatriotes en situation de détresse. Il s'agit des Maliens venus essentiellement de la Libye, de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, de l'Angola et de la Mozambique. Au titre de l'année 2018, l'État malien a injecté près de 600 millions de francs CFA dans l'assistance au rapatriement de nos compatriotes en situation de détresse. En perspective, pour le rapatriement des Maliens en détresse,
Nous avons déjà programmé le retour volontaire et en toute sécurité des familles maliennes de plus de 300 personnes dans le bassin du lac Tchad. Déjà en 2018, nous avons engagé des actions de communication et de sensibilisation sur la libre circulation des personnes et des biens au niveau des zones frontalières, précisément à Zégua, dans le cadre des festivités commémorant la Journée internationale des migrants édition 2018. Courant 2019, ces actions vont se poursuivre au niveau des frontières avec la Guinée, le Sénégal et le Burkina Faso. Selon le ministre, la migration se féminise de jour en jour. C'est pourquoi il est opportun de chercher les causes profondes des flux migratoires. Elle est l'une des trames importantes de la population malienne et cela depuis la nuit des temps. Considérée comme une stratégie de lutte contre la pauvreté et facteur d'enrichissement culturel, elle est devenue au fil du temps un des défis majeurs pour tous les pays d'origine, de transit et d'accueil. Et puis, je vous le disais, en titre, cérémonie de décoration ce mardi 5 février 2019 des agents de service rattachés au département du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne placé sous la présidence du ministre Amadou Keïta. La dite cérémonie s'est déroulée au carrefour des jeunes de Bamako en présence de plusieurs autres invités venus pour la circonstance. Hamadou Diallo et Abdoulaye Sougoudou y ont assisté. Regardons leur reportage. On appelle Mali. C'est par l'exécution de l'hymne national du Mali qu'a débuté la cérémonie. Ils sont au total 15 récipiendaires à avoir été décorés, dont 5 élevés au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali et 10 médaillés du mérite national avec effigie abeille. Pour le porte-parole des récipiendaires, ces distinctions honorifiques sont une marque de confiance à leur égard. Il a ensuite donné l'assurance de redoubler d'efforts pour servir encore la patrie avec loyauté et dignité. Ces médailles sont pour nous une fierté, une source de motivation, mais aussi appelant à beaucoup de responsabilités. Responsabilité de faire mieux et plus. Ces médailles nous proviennent, si besoin en était, que le travail bien fait est toujours reconnu et toujours récompensé en sa juste valeur. Vous constituez la fierté de tous les jeunes du Mali. C'est avec un grand honneur et une grande fierté que nous travaillerons toujours à vos côtés, avec abnégation et détermination, pour vous appuyer dans votre noble et exaltante mission. Après avoir décoré les récipiendaires, le ministre Keïta dira qu'il s'agit pour son département de célébrer le travail bien fait des fils et filles de ce pays. Il a donc invité la jeunesse malienne à plus de rigueur dans sa mission de servir le Mali. Le travail est une valeur, une vertu morale. Une valeur parce qu'il apprend la patience, la modestie, la ténacité. Une vertu car il inscrit la personne humaine dans le réseau des solidarités sociales et demeure un vecteur du sens de la responsabilité. Son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, chef de l'État, procède ces dernières années et de façon intense à l'identification et à la récompense des fils et filles du pays qui ne ménagent ni leur temps, ni leurs efforts et qui travaillent à faire recouvrer au pays qui fut secoué par une crise multidimensionnelle son aura d'antan dans le concert des nations. C'est donc avec un réel plaisir renouvelé que je m'acquitte de cet agréable devoir de faire arborer les récipiendaires de leurs médailles en tant que premier responsable de ce département d'une part, mais en tant que responsable du département chargé des questions de citoyenneté et du civisme d'autre part. Prestations d'artistes et des témoignages ont été un autre temps fort de la cérémonie. La prise de photos de famille a clôturé la cérémonie.
Autre actualité évoquée dans les titres, la 17e session ordinaire du conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires, autrement dit CNU, s'est tenue ce matin à sa direction générale sur le site universitaire de Kabala. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour, notamment l'évaluation du rapport d'activité 2018, l'examen et l'adoption du programme d'activité 2019. Le compte-rendu est signé à Alhamidou Badini Draman Mali. Le Centre national des œuvres universitaires travaille pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. Au cours de l'exercice 2018, plusieurs réalisations ont été faites dans l'optique de répondre de façon significative aux attentes des étudiants. Avec les CNU, en réalité, nous avons beaucoup œuvré dans le sens du partenariat. Et cette année, je dirais qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Dieu merci, chaque fois qu'on a posé des problèmes, en réalité, ils ont trouvé des solutions. Les logements qui sont à Kabala, les logements sont tout à fait disponibles pour l'ensemble des élèves étudiants du Mali. Et les bourses aussi, les traitements des bourses, il y a eu beaucoup d'améliorations. Si l'année écoulée a été marquée par des innovations et progrès dans les domaines du transport, de la santé et de l'hébergement, les défis à relever existent en termes de perspectives. Il s'agit lors de ce 17e session ordinaire du conseil d'administration de faire entre autres l'évaluation du rapport d'activité 2018, l'examen et l'adoption du programme d'activité 2019, l'évaluation du rapport financier 2018 et l'adoption du projet de budget 2019 estimé à environ 23 800 millions de nos francs. Vous comprendrez que tout ce qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants, le CNU est là pour répondre au présent. Maintenant, en termes de perspectives pour la nouvelle année, nous avons de grands chantiers devant nous. L'un des chantiers consiste à l'amélioration du transport des étudiants. Vous voyez que nous sommes en train d'initier la carte de transport pour augmenter le confort. Il y a des travaux d'infrastructure aussi en vue, en termes de résidence, en termes de centres de santé. Et nous allons continuer aussi à mettre l'accent sur l'opérationnalisation de Kabala. Pour le président du conseil d'administration, ce cadre d'analyse, de critique et de suggestions se veut surtout d'aboutir à des recommandations idoines et pertinentes afin de permettre au CNU d'améliorer de façon significative la qualité du service et ce, dans l'atteinte des missions qui lui sont assignées. Cette 17e session ordinaire se tient à une période où le CNU, sous votre clairvoyance, déploie d'immenses efforts pour soutenir et réussir des actions qui sont en parfaite adéquation avec les axes majeurs de la loi d'orientation sur l'éducation, c'est-à-dire la mise en place d'un système éducatif performant. Je vous exhorte à y persévérer et les plus hautes autorités ne ménageront aucun effort pour la mise en œuvre des perspectives garantissant un lendemain meilleur aux étudiants du Mali. Parmi les innovations majeures, on notera surtout l'acquisition de 5 nouveaux bus et l'instauration de la carte d'abonnement au transport pour renforcer davantage la capacité opérationnelle du service transport. Voilà, sans détour, voici le point de l'actualité sur la scène internationale en plus bref et en image, une compilation d'Ahmadou Diarra. À la veille du sommet du G5 Sahel au Burkina Faso, l'armée confirme avoir tué 146 terroristes après une attaque dans le nord du pays. Les terroristes avaient attaqué dans la nuit du 3 au 4 février des populations du village de Ken à environ 80 km de Waigouya dans la région du nord. 14 civils avaient été assassinés. De sources concordantes, cette attaque avait été précédée par une reconnaissance des lieux par les terroristes. En riposte, les forces armées burkinabè ont mené une vaste opération. 3 départements ont été visés par le ratissage, Ken et Ban dans la région du Nord et Bomboro dans la région de la boucle du Mouhoum.
Le nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, a rendu visite en ce début de semaine aux militaires de la garde présidentielle, confirmant sa volonté de rassurer l'appareil sécuritaire légué par son prédécesseur Joseph Kabila. N'ayez peur de rien, vous êtes entre de bonnes mains, votre commandant suprême sera bienveillant envers vous comme son prédécesseur. Dixit, le premier président congolais, issu d'une alternance pacifique à plusieurs centaines de militaires et leurs dépendants dans un camp militaire de Kinshasa. J'avais promis d'améliorer les conditions sociales des militaires. Je suis donc venu visiter ce camp pour voir comment les soldats et leurs familles sont soignés afin d'améliorer leur sort, a-t-il indiqué sous les applaudissements et des cris de joie des épouses et des enfants des militaires, rappelant l'une de ses promesses de campagne. Direction à présent l'Hexagone. Les pompiers parisiens ont été encore soumis à une rude épreuve en plein cœur de la capitale. Au moins 10 personnes ont perdu la vie dans l'incendie d'un immeuble à Paris dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 février 2019, selon le bilan fourni par le procureur de Paris. On dénombre également une trentaine de blessés, parmi lesquels des pompiers. Les causes de l'incendie ne sont pas encore déterminées, mais une personne a été interpellée. La thèse criminelle est privilégiée. L'incendie a été maîtrisé peu avant 6 h du matin, heure locale ce mardi. Encore la crise au Venezuela au cœur de l'actualité brûlante en Amérique latine. L'opposant autoproclamé président du Venezuela, Juan Guaido, a reçu lundi 4 février un soutien supplémentaire de la part du groupe de Lima tandis qu'il tente d'organiser l'arrivée d'une aide humanitaire. Lundi à Ottawa, 11 des 14 pays du groupe de Lima qui réunit des pays d'Amérique latine et des Caraïbes et le Canada ont appelé à un changement de gouvernement sans usage de la force au Venezuela et ont exhorté l'armée à se ranger derrière Juan Guaido. Le Canada a promis lundi une aide de 53 millions de dollars canadiens, soit 35 millions d'euros destinés au peuple vénézuélien, s'ajoutant aux 20 millions de dollars d'aide annoncés par Washington. Et enfin, pour vous parler de cette visite historique de 3 jours du pape François dans la péninsule arabique à Abu Dhabi. Au menu de la rencontre, le dialogue interreligieux et la situation au Yémen. Je suis ici comme un frère. Cette déclaration du pape François a été reprise par toute la presse émirati. Il a participé lundi 4 février à une rencontre interreligieuse. C'est ce mardi qu'il devrait célébrer une grande messe totalement inédite pour la région qui devrait accueillir 135 000 fidèles. Le souverain pontife a eu un entretien avec le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed, homme fort des Émirats, qui s'enorgueillit de la coexistence pacifique entre les religions dans son pays. Le souverain pontife a rencontré dans la même journée le grand imam sunnite Al-Zahar, Cheikh Ahmed Al-Taeb, à qui il a rendu visite en Égypte en 2017 et qui a eu des mots très durs contre les djihadistes. Bien, avant de refermer votre journal, nous vous parlons de cette actualité sportive en prélude à la première phase du championnat national Ligue 1 du Mali prévue en principe du 9 février au 30 avril prochain. La présidente du CONOR, comité de normalisation de la Fédération malienne de football, nous a accordé une interview pour apporter des éclairages sur la formule de la compétition ainsi que le choix des clubs. La présidente du CONOR a également souligné au passage le rôle éminemment important de son organe dans la normalisation du sport au roi dans un autre pays. Elle est au micro d'Issouf Koulibaly. Nous, au niveau du comité de normalisation à travers la Fédération nationale du Mali, nous sommes à pied d'œuvre pour vraiment pouvoir démarrer le championnat le 9 février. Si tout va bien, s'il n'y a pas d'autres soubresauts, pour nous, le championnat démarrera le 9 février. Et nous sommes en train de prendre toutes les dispositions dans ce sens. Tous les clubs ont été avertis avant qu'on commence même à mettre les petits plats dans les grands. On a dit, depuis que nous avons reçu notre sentence qui nous a quand même instruit de tenir l'Assemblée sur la base d'un quorum et d'une liste de membres, on a informé les clubs qu'en respectant cette disposition, nous ne pourrons organiser le championnat qu'avec les 16 clubs qui étaient là en 2016. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir préserver tout pour pouvoir respecter la sentence. Donc, on a désigné les 16 clubs. Si nous voulons aller au-delà des 16 clubs, et ces 16 clubs-là ont été aussi arrêtés dans la sentence,
suite à des constats que la sentence même a dit d'irrégularité de 2015 à la mise en place du CONOR. Donc on a dit nous allons donc démarrer le championnat avec ces 16. Pourquoi nous, on a dit de faire, comme veut faire ce championnat avec les 16 parce que certains pensent que la sentence n'a pas parlé de championnat. Mais c'est des choses, c'est de cause à effet. Si nous organisons un championnat qui doit démarrer avant l'Assemblée, ne serait-ce que sa première journée, nous octroyons des droits statutaires à tous les clubs qui participent au championnat. Donc si nous mettons plus que 16, et si nous mettons des clubs différents des clubs qui sont mentionnés dans les 16, nous leur octroyons des droits. Et le jour de l'Assemblée, nous fragilisons les résolutions de cette Assemblée. Parce que cette Assemblée peut, et ça sera du droit de fait, être attaquée par les clubs qui ont joué au championnat et qui n'étaient pas retenus dans la sentence. C'est par souci de préserver ça qu'on a dit qu'on ne peut pas sortir au-delà des 16. Maintenant, si les acteurs eux-mêmes avaient pu ils avaient pu se faire entendre, se donner raison, en nous apportant quelque chose qui puisse nous garantir, nous, comité de normalisation, nous rassurer que nous pouvons jouer au-delà de ce que vous avez dit et nous vous donnons telle garantie pour préserver votre assemblée. Et l'assemblée élective ne sera pas attaquée. Parce que sans ça, nous allons amener le Mali dans l'impasse. Parce que ces clubs pourront attaquer l'assemblée. Et ça sera juste, ça sera légal, même au niveau du TAS. Mais il se trouve que ce même TAS, tribunal arbitral, a déjà rendu une décision que nous aussi, on a respecté le jour de l'Assemblée. Donc ça va être une situation très difficile à décanter. Ça sera même pire qu'avant. C'est pourquoi on a dit qu'on ne peut pas sortir au-delà des 16. Mais si le consensus national fait que on nous propose une autre solution, nous, on est prenables. Nous, la garantie que nous pouvons aussi de notre côté donner, si les acteurs eux-mêmes s'entendent et qu'ils nous donnent quelque chose qui nous garantit que l'assemblée élective à venir sera préservée, si le nombre est au-delà de 16, nous pouvons leur donner la garantie que nous pouvons aller chercher les fonds pour prendre en charge le reliquat. Ça, c'est tout ce que nous pouvons faire. Mais sans ça, on ne peut pas aller à l'aventure. Nous avons reçu il y a quelques jours une lettre de l'administration de la FIFA nous félicitant de notre gestion, surtout le renforcement que nous avons amené dans le cadre du contrôle interne de gestion des fonds. Et cette félicitation nous a permis d'avoir quelque chose. Parce que depuis notre mise en place en tant que comité de normalisation, dans la feuille de route, c'était très clair, les fonds pour le développement du football malien seront bloqués au niveau de la FIFA. Avec cette lettre de félicitation, ce mode et ce dispositif de gestion qu'on a pu mettre en place, aujourd'hui, cette lettre a levé la suspension avec effet immédiat. Ça veut dire que nous pouvons aujourd'hui, si le besoin est là pour le développement du football, avec un projet solidement monté et viable, on peut aujourd'hui demander ces fonds. Bien, c'était à l'instant la présidente du CONOR, Mme Dao Fatoumata Guindo, au micro d'Issouf Koulibaly. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité de ces jours. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pourrez suivre d'un moment à l'autre le journal en langue nationale Bamanankan avec Fatoumata Yakani demain. Marietou Diallo sera là pour la version française. Merci et à très bientôt.